17h à Kinshasa, Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Un journal que nous démarrons par la situation à la pompe dans les différentes stations de service. Sachez que les sociétés pétrolières ne sont pas en pénurie. La livraison se fait à la pompe comme d'habitude. Ce sont les propos des responsables de ce secteur lors de la rencontre avec le directeur général de Bruxelles Airlines. Reportage. Kinshasa n'est pas en manque de kérosène. Les sociétés pétrolières qui approvisionnent les compagnies aériennes opérant en RDC en kérosène continuent à servir comme d'habitude la quantité de ce produit à ces différentes compagnies. Confirmation faite par les responsables de ces entreprises au cours d'une réunion tenue le 24 août 2022 avec le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbu et le vice-ministre de Transport Marc Ekilali Kombo. Une rencontre qui fait suite à l'annulation du vol Bruxelles Airlines du 22 août 2022 à Kinshasa. Démenti apporté tout de suite par le directeur général de Bruxelles Airlines. Je confirme que donc le vol du lundi 22 au départ de Kinshasa a donc été annulé pour des raisons opérationnelles. Contrairement à ce qui a été annoncé par la suite dans la journée d'hier, il s'agissait d'un vol, donc le vol de lundi. Et également aujourd'hui lors de la réunion, donc il en est ressorti que les autres vols de Bruxelles Airlines ne sont pas en danger. Donc... Du côté CEP Congo et ministère des Hydrocarbures, le kérosène est servi à toutes ces compagnies. De nouveaux navires arrivent dans quelques jours en RDC pour approvisionner le pays avec le kérosène. Il y a un comité de régulation qui existe au ministère des Hydrocarbures qui organise l'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Et donc je vous rassure que cet organe de régulation a bel et bien prévu un tanker qui est annoncé en début de mois de septembre en République démocratique du Congo avec du jet A1, c'est-à-dire le carburant qu'on utilise pour les avions. Le gouvernement congolais travaille d'arrache-pied pour assurer la population à ce propos. Le programme 145 territoires au cœur des échanges entre le deuxième vice-président du Sénat et le gouverneur du Nord-Bangui. Le programme de 145 territoires pour booster le développement des provinces et permettre un bon décollage des entités territoriales décentralisées. Visionnaire, le deuxième vice-président du Sénat, honorable Sangouma Temongo de Moussaï, reste convaincu que le développement du Grand Équateur dépend de l'implication de chaque fils et fille. C'est l'une des raisons fondamentales de la rencontre entre les gouverneurs de 4 provinces qui composent le Grand Équateur. Après avoir pris les bâtons de commandement de la province du Nord-Bangui, Malo Dinga Mobutu, nouveau gouverneur élu, s'érange derrière la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour redorer l'image de sa province. Il a dit au deuxième vice-président du Sénat et notable du Grand Équateur, honorable Sangouma Temongo de Moussaï, chez qui il est venu se ressourcer et s'inspirer de son expérience. Le projet des 145 territoires est la bienvenue dans toutes nos contrées, dans toutes nos provinces. Le président de la République a donné la nouvelle dynamique et nous allons pouvoir surfer et profiter de cela tout au courant des prochaines semaines pour nos différentes provinces. Nous sommes ensemble aujourd'hui, nous partageons les mêmes idées. Le gouverneur qui a un peu plus d'expérience que moi est également là pour m'encadrer. Avec les gouverneurs du Sud-Bangui, des problèmes prioritaires touchant aux infrastructures, agriculture et électricité ont été évoqués. Le Grand Équateur doit envoyer un signal fort au reste des provinces. Le numéro 3 du Sénat a invité ses visiteurs d'accompagner le président de la République en ce moment précis où la RDC subit l'agression de la part du Rwanda sous couvert du mouvement M23. À Kinshasa, le quartier Dombosco à Mongafula n'est pas en reste face au projet Chile-Gelou. Les travaux de démolition se font ci et là dans ce quartier de la capitale. Nous sommes dans le quartier Dombosco à Mongafula où l'avenue de la Révolution a été réhabilitée par les ingénieurs de l'OVD. Ces derniers avaient par la même occasion construit les ouvrages d'assainissement pour épargner cette route de stagnation des eaux usées, lesquels travaux ont exigé de l'OVD de raser les clôtures de 4 parcelles. Celles-ci envahissaient les emprises de la route et empêchaient de ce fait l'exécution des travaux. Voilà qui avait amené l'entreprise à récupérer ainsi près de 2 mètres carrés sur chaque parcelle. Aujourd'hui, les murs ont été de nouveau construits par l'OVD qui a pris soin d'échanger les données de leur titre de propriété perpétuelle
intellectuelle. Les propriétaires de ces parcelles ont été surpris agréablement de réceptionner leurs documents parcellaires des mains de l'ingénieur Kalonda. On était inquiets, nous venons de récupérer nos documents, nous disons merci à l'OVD. C'est bon, tout le monde imagine c'est l'émission bonne et due forme. Notez qu'un accord a été conclu à l'issue d'un dialogue social mettant autour d'une table l'OVD, les bénéficiaires et les notables du quartier Don Bosco. Ils ont tous remercié le directeur provincial de l'OVD Kinshasa, Alain Chimbalanga Tambwe. Toujours au chapitre des infrastructures, la nécessité de réhabiliter la route nationale Kinshasa-Bachamba, le ministre d'État des ITP, Alexis Guissaro, a répondu aux différentes questions. Ils ont évoqué des questions d'infrastructures routières, notamment la nécessité de réhabiliter la route d'intérêt économique de Chikapa-Kalonji, la finalisation des travaux sur le pont Chikapa, l'amélioration de la route nationale numéro 1 dans son tronçon Kinshasa-Bachamba et aussi la route Kamwisha-Kananga. À toutes ces questions, le ministre d'État Alexis Guissaro a réagi positivement. Je suis sorti satisfait de tout ce que j'ai reçu comme information ici. Nous avons parlé de la route Chikapa-Kanjaji, une route d'une importance capitale. On est tous tombés d'accord sur le besoin de travailler sur cette route et d'identifier les traîneurs nécessaires qui seraient intéressés. Il y en a déjà d'ailleurs. Nous avons abordé la question du pont Chikapa, dont la construction est terminée et qu'il ne reste plus que la rampe de sortie pour la finalisation des travaux. Promis à la population lors de l'inauguration du pont Kassai, la construction d'une passerelle pour traverser le tuyau des dessertes d'eau, le ministre d'État Alexis Guissaro a annoncé la bonne nouvelle au gouverneur Piémé. Ce problème-là est résolu à ma très grande satisfaction et je pense que je peux dire la main sur le cœur à la population du Kassai qu'ils ont intérêt à remercier le président de la République sur la question. D'autres projets d'intérêt social seront exécutés dans un bref délai. Et puis cet atelier de renforcement de capacité organisé par la BSECO, atelier qui vise à renforcer les capacités des travailleurs des différentes structures opérant dans les infrastructures. C'est pour renforcer les capacités des agences locales d'exécution dans la mise en œuvre et la gestion de conventions signées avec le Bureau central de coordination que cet atelier a été organisé. Cette activité intervient 6 jours après la signature de conventions par ces agences qui auront la charge de construire et réhabiliter 189 écoles et 124 centres de santé à travers le 48 territoires d'intervention du BSECO. Après cette séance de renforcement de capacité, ces agences pourront se déployer sur le terrain pour démarrer le travail, a déclaré le directeur général du BSECO, Jean-Marie Moulumba. À partir de la semaine du 29 août, les ailes vont se déployer sur le terrain pour lancer les travaux dans les 48 territoires d'intervention du BSECO. Au terme de cet atelier qui s'est penché essentiellement sur la gestion opérationnelle de contrats, les activités de sous-traitance, la présentation de factures et le contrôle financier, les représentants des agences locales d'exécution se sont dit être renforcés par les éléments de connaissance fournis par le BSECO. Je remercie BSECO pour cette formation parce que ça nous a donné vraiment le coup de comment nous devons travailler sur le terrain. Nous avions été éclairés sur les procédures prévu par le BSECO et je l'estime bien que ça sera transparent. Le BSECO est l'une des structures d'appui au développement retenues par le gouvernement congolais en vue de mettre en œuvre le programme de développement local de 145 territoires, une vision du président de la République Félix Tshisekedi pour réduire les inégalités sociales et améliorer les conditions socio-économiques de la population à partir de la base. Le territoire de Lomela, dans le Sankourou, a bénéficié d'un pont de 90 mètres qui rentre dans le programme sino-congolais. La mise en œuvre de ce projet a été accompagnée de 2 ouvrages à caractère social, à savoir une école technique et un hôpital.
Les deux rives de la rivière Lomela sont franchissables désormais grâce à un pont de 90 mètres de portée jeté sur cette rivière du territoire de Lomela dans la province du Sankuru. Ce pont qui connecte les quartiers Kalunga et le Pongo vient d'être réceptionné et versé au patrimoine des infrastructures routières de la République démocratique du Congo. Lors de l'échange avec l'administrateur du territoire, le chef de la délégation Marco Twakamba a expliqué à l'AT le vœu de la délégation de le voir participer à cette réception de 3 ouvrages, à savoir les ponts, l'école technique et l'hôpital. Une participation pour plus d'appropriation, a-t-il précisé. La mission a procédé aux essais de chargement du pont au moyen d'un camion de 7 tonnes chargé de 300 sacs de ciment. Par la suite, la mission s'est intéressée aux éléments sociaux d'accompagnement du projet. L'école technique de 6 classes avec des sanitaires. Il contient aussi 3 locaux pour la direction, la salle des enseignants et la salle des matériels didactiques. L'hôpital moderne est subdivisé en 3. Il y est prévu une immense salle d'hospitalisation de 22 lits, une partie administrative et des consultations, une morgue, des sanitaires et quelques autres services utiles. Avec cette dotation, Lomela passe en avant de certains autres territoires en termes d'infrastructures utiles. Et puis le ministre de l'Aménagement du territoire, Guy Luando Mboyo, a regagné Kinshasa après un séjour à Bombay. Les points sur la mission du ministre d'État dans ce reportage de Diane Balaka. Le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, a regagné Kinshasa le mercredi dernier dans la soirée après un séjour de plus de 24 heures à Bouindé dans la province de la Chouapa. Maître Guy Luando Mboyo vient de lancer l'atelier sur le développement à la base de 145 territoires PDL. À son arrivée dans cette province, Maître Guy Luando Mboyo était accueilli chaleureusement par les filles et fils de Bouindé, membre du comité stratégique de pilotage des PDL et un de leader de la Chouapa. Il a aussi matérialisé à travers le lancement de l'atelier la vision du chef de l'État qui tient au développement de cette province longtemps oubliée. Ça m'a permis de rendre un plus grand hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, dont le leadership éclairé et la vision anthropocentrée place le bien-être du peuple congolais au centre de l'action gouvernementale. Sous la direction magistrale de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samanko de Kenya, et j'ai l'honneur de représenter au présent atelier de lancement du programme de développement local des 145 territoires de la province de la Chouapa, expression éloquente de la détermination du gouvernement de la République à travailler activement pour l'amélioration effective et palpable des conditions de vie des populations. Grâce à ces programmes ambitieux, lancés totalement par le gouvernement dont l'exécution est confiée au PNUD, la province de la Chouapa a indiqué le ministre d'État subira une transformation fondamentale de ses infrastructures au travers des investissements et interventions programmées. La réussite de ces projets passe également par l'implication de la population de la Chouapa, d'où l'appel de Maître Guy Luando à toutes les forces vives de la province de s'approprier de cette initiative du chef de l'État pour le développement de la province. Clôture de l'année de formation 2021-2022 à l'École nationale de finances et ouverture de la session 2022-2023. À cette occasion, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a remis les diplômes après la proclamation des résultats dans cette école d'excellence. Rikin Zuziloya. Offrir à la République démocratique du Congo un nouveau type de gestionnaire des finances publiques avec un profil requis. Telle est la mission primordiale assignée à l'École nationale des finances NF qui vient de mettre à la disposition du pays
Plus de 260 cadres formés pendant 3 ans en budget, comptabilité, impôts directs et indirects, ainsi que les douanes et accises. Ce après délibération par les jurys de 268 candidats sous la présidence du secrétaire général aux finances, Bitassi Mouabaï Christophe, président du conseil d'orientation de l'ENF. Le ministre des Finances Nicolas Kazadi a clôturé l'année de formation 2021-2022, doublée de l'ouverture de la session 2022-2023. Il a tenu à féliciter le staff de l'ENF pour le respect du calendrier. Je voudrais féliciter l'École nationale des finances et ses dirigeants, ainsi que l'ensemble de la population étudiante, pour avoir réussi ce pari en tenant les délais en ce qui concerne le respect de l'année scolaire. Je réitère la position de l'État congolais de ne recruter que les agents des administrations, des finances et du budget, tant au niveau national que provincial et local, ayant le diplôme de graduat et âgés de 40 ans. De plus grandes distinctions, de nombreuses distinctions et satisfactions pour cette session, le directeur général de l'ENF, Jean-Paul Niembo Tampakanya, est l'homme le plus heureux. Cette cérémonie a été ponctuée par la remise des diplômes aux lauréats par le ministre des Finances Nicolas Kazadi, entouré entre autres le vice-ministre du budget, Élisée Bokoumouana Maposo, et la directrice générale de la DGDA, Kawanda Walom Jeanne Blandine. Les lignes haute tension de la SNEL menacées par des têtes d'érosion à hauteur de la ville de Mbanza-Ngungu dans le Congo central. Les travaux de génie civil ont été lancés par la SNEL pour maîtriser ces têtes d'érosion. Yvette Makoutima. D'un front à un autre, les travaux de lutte anti-érosive entrepris par SNEL SA à Mbanza-Ngungu, province du Congo central, entraient dans sa phase décisive. Création des bassins de rétention d'eau à travers un remblayage séquencier des ravins, les sols argileux remplis pour solidifier celui-ci, bambous et autres vétivers sont mis en contribution pour empêcher la chute brutale des eaux. Les délais par rapport à notre planification, et d'ailleurs nous attendons que la saison des pluies revienne pour que nous puissions finir définitivement les travaux de la sécurisation en plantant des vétivers, les bambous chinois sur des érosions sur lesquelles nous avons travaillé afin que la pluie puisse nous aider à faire germer rapidement ces plantes. Nous pouvons dire à l'opinion que les craintes que nous avions au mois de janvier, février et même avril avant le début des travaux sont totalement derrière nous. Nous continuons à travailler pour la sécurisation de ces pilotes. Les équipes des SNEL SA appuient sur l'accélérateur et tout porte à croire que ces érosions qui menacent les outils de transport de l'énergie électrique des SNEL SA seront maîtrisées. Cela n'est fait l'ombre d'aucun doute. La SNEL SA dispose à l'heure actuelle de moyens pour protéger ces lignes. Il faut bien entendu en faire davantage. Le mouvement de grève décrété par le professeur de l'université de Kinshasa est maintenu. Ils ont manifesté cette détermination au cours d'une assemblée générale organisée le mercredi 24 août dernier au siège de l'APUKIN. On en parle dans ce reportage de Grace Maosso. Les professeurs de l'université de Kinshasa se sont réunis ce mercredi 24 août 2022 en assemblée générale extraordinaire en fait d'évaluer l'évolution de la grève décrétée le 20 juillet 2022. Après examen, débat et vote des participants, les décisions ci-après ont été prises. La grève est maintenue. La prochaine évaluation aura lieu le 7 septembre 2022. Faite à Kinshasa le 24 août 2022. Pour le comité exécutif, le professeur Pafil Ekombalisem, secrétaire trésorier, le professeur ordinaire David Louboyambe, le président. À la centrale électorale nationale indépendante, le débat sur le processus électoral se poursuit. On en parle avec Teti Samba. La Commission électorale nationale indépendante appuie sur l'accélérateur pour la réussite des élections en 2023. C'est dans ce cadre que Gérard Bissambou, membre de la plénière de la centrale électorale, a éclairé l'assistance sur les garanties de transparence dont doit faire preuve l'institution chargée d'organiser les élections. Gérard Bissambou était au milieu d'un panel de 4 intervenants
dont 2 députés nationaux et une experte électorale le mercredi 23 août 2022 au Pullman Hotel. Comment garantir la transparence du processus électoral avec les innovations de la nouvelle loi électorale? C'est le thème de ce débat auquel Gérard Bissambou a participé. La CENI, actuellement, travaille sous le mode de la transparence, du professionnalisme, de l'intégrité électorale. C'est tout à fait important. Nous savons que nous sommes appelés à organiser des élections qui soient transparentes, crédibles, intègres, et arriver à intégrer la dimension de l'équité que la loi comporte déjà, renferme déjà, bien qu'il faille faire plus, de telle sorte que par ce comportement, ces pratiques, nous puissions rendre des élections qui soient transparentes et qui amènent l'apaisement et la paix. Différentes interventions ont été enregistrées, notamment celle du directeur pays d'Internews Karim Bernard Dende et de la directrice générale de l'Institut républicain international. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, était devant les cadres et membres de son parti à Boma au menu de leurs échanges, les enjeux politiques de l'heure et le rappel à l'ordre au sein du parti. Alain Bikaï. Les séjours du secrétaire général de l'IDPS dans la ville de Boma n'étaient pas de tout repos. Le numéro 1 de l'IDPS, Augustin Kabouya, était devant les cadres et membres de son parti venus nombreux pour l'écouter. Une occasion pour Augustin Kabouya de remercier ses interlocuteurs pour leur attachement aux idéaux du parti et leur soutien sans faille au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur un ton ferme, Augustin Kabouya a prêché le respect de l'ordre public et de la hiérarchie du parti présidentiel. Concernant les enjeux politiques de l'ère, le patron de l'administration de l'IDPS a exhorté à l'assistance à se préparer pour les échéances électorales de 2023. Question de doter les partis, la majorité au niveau national et provincial pour lui permettre de bien appliquer son projet de société, le peuple d'apport. Vous devez vous organiser. Mais l'eau, ce qui est dans l'élection, puisque en 2023, l'élection est Kozala. Puisque l'accomplissement est Kozala. Dans les réseaux sociaux, et comme domaine réservé à la bataille de paix. Au fin de la momoko, à que les débat contradictoire dans la partie Moussoussou, à Zokima, à Komibenga communicateur, c'est pour insulter les membres de son parti. Nalindi Biloko Wanati. Vous allez en bon terme, n'a Kambinabino, et à partir au Bozana. En bon leader, le secrétaire général a appelé les combattants à la vigilance, surtout à ne pas céder à la manipulation des politiciens en quête de positionnement. La production de manioc à grande échelle à Madimba au Congo central, la campagne a été lancée par le gouverneur de cette province. L'objectif étant la lutte contre la pénurie de la farine de blé avec la farine panifiable de manioc, un projet que pilote la cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire, Edichala. Le projet était attendu impatiemment par les populations du Congo central. Il a finalement été lancé par le gouverneur du Congo central, Guy Bandou. C'était en présence de la cheville ouvrière du projet, la cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire CAPUDC, dirigée par le coordonnateur et conseiller spécial du chef de l'État, Philippe Ngwala Malimba, aux côtés du ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga Birianze. 4000 hectares sont concernés dans le Congo central sur les 10 000 hectares compris dans les 3 bassins de production de manioc sélectionnés sur l'ensemble du pays. La Banque africaine de développement finance le projet à travers la CAPUDC à hauteur de 52 millions de dollars américains. Mais c'est la vision du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son sens, en tant que visionnaire, il avait pensé à ce projet depuis 2020. Ce n'est pas aujourd'hui qui nous a instruit de pouvoir réaliser la substitution de la farine panifiable du manioc, c'est-à-dire le remplacer de plus en plus au blé pour essayer d'injecter
des devises dans l'économie nationale, mais également assurer la sécurité alimentaire. Une réalisation du projet qui s'inscrit dans la droite ligne de la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi et réjouit les populations du Congo central. Ce projet a tout le moins le mérite d'améliorer les conditions de vie des Congolais de cette partie de la République démocratique du Congo. Lancement de la foire sur l'utilisation des foyers améliorés et du gaz à pétrole pur. Plus de détails dans ce reportage que nous propose Iverson Kabouaba. Stopper la déforestation, c'est contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique. La foire d'exposition sur la cuisson propre, qui s'inscrit dans une approche pédagogique sur l'utilisation accrue des foyers améliorés et du gaz à pétrole liquéfié, vient de diminuer la pression de l'empreinte carbone sur la biodiversité. Au cours du lancement de cette foire, par Femmes des médias pour la justice au Congo, qui milite pour l'autonomisation de la femme, et c'est à présence de la représentante de la vice-première ministre de l'Environnement, le délégué du représentant pays du PNID, Joseph Oji, a fait savoir que l'usage du bois énergie constitue la deuxième cause de déforestation en RDC, contribuant ainsi au réchauffement climatique. L'environnement est un aspect très important dans la vie humaine. Soit on prend un très bon soin de l'environnement et nous tous nous vivons, ou bien nous méprisons l'environnement et nous tous nous périssons. Cet événement aujourd'hui, ça fait partie de ce que nous sommes en train de faire en tant qu'une agence, en collaboration avec le gouvernement et le peuple de ces pays, pour soutenir l'environnement à travers l'énergie propre, qui sont propres comme nous avons mentionné ici. Organisée à la 7e rue Limété sur la place commerciale, cette foire ira jusqu'au 31 août 2022 et des panels de formation sur le mode d'usage de réchaud à gaz sont prévus. Et nous allons terminer par ce culte d'action de grâce que nous propose la réalisation. C'est une délégation des églises autochtones congolaises composée de plus de 15 regroupements religieux conduite par l'archevêque Euradi Ben Caleb autour du conseiller principal du chef de l'État au Collège Culture, Arts et Questions religieuses, M. Théo Chilumba. N'étant pas associé aux 8 confessions religieuses traditionnelles qui composent la plateforme des confessions religieuses de la République démocratique du Congo, le regroupement a, à l'occasion de cette rencontre, porté au savoir que nous, l'église autochtone, on se voyait abandonnés. Et nous ne sommes pas dans des décisions du pays, au moment que nous sommes nombreux, à part les 8 confessions religieuses. Et c'est pour ce que là, nous nous sommes réunis pour venir aussi consulter l'autorité par rapport à notre situation des églises autochtones. Il s'agit des religions anciennes comme la communauté massambukédiste, Tataonda, les Bangunza, la piscine de guérison par Jésus-Christ. Le mémo remis entre les mains de M. Chilumba, qui de son côté a promis de le soutenir et les intégrer dans les activités et campagnes de prière pour la nation, sera sans doute parvenu au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Demandons au chef de l'État de nous recevoir aussi, ça c'est les demandes, et que les églises des centenaires, qu'ils s'expriment aussi librement devant lui pour qu'ils connaissent aussi leurs idées, pour que les chefs aussi des églises autochtones puissent échanger avec lui, parce qu'il est le père de la nation congolaise. Existant depuis 2 ans jour pour jour, la structure dénommée Association des Églises des Éveillés du Congo, ACGECO, a réaffirmé son soutien au chef de l'État pour la bonne gouvernance du pays et les échéances à venir. C'était plutôt la délégation des églises autochtones qui a présenté la situation de leur église au conseiller du chef de l'État. Madame, Monsieur, vous l'avez compris, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Ce journal a été réalisé par Atasha Kimbembi Machini et Mamita Bongoulou, accompagné de Pecho Moubenga et Yakasongo. La partie technique était assurée par Guilain Moukoko, Gabi Konga. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 13h30 dans une présentation de Georges Frédéric Nzibou. Madame, Monsieur, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.